Allez, sois fort, Thomas. Sois fort. Mais sois subtil. Dis-moi, Alex, t'en penses quoi, toi, de l'expression « pierre qui roule n'amasse pas mousse » ? Je sais pas, je me suis rarement posé la question en fait. Ouais, c'est juste, ouais. Tu vois, moi, je le vois comme le fait de dire que la pierre qui roule, elle n'a pas le temps de tomber dans la routine. Elle ne s'encroute pas avec de la mousse, parce qu'elle est en perpétuel mouvement. Ah ouais, ouais, ça pourrait être ça, ouais. Ou alors, ça peut vouloir dire que la pierre n'amasse pas de connaissances, qu'elle n'a pas le temps d'apprendre, elle est toute lisse, donc elle n'a pas de personnalité. Ah ouais, ça pourrait être ça aussi, ouais. J'y avais pas pensé, tu vois. Donc c'est naze. Ouais, on peut voir ça comme ça. Non, c'est naze. Ah ok, c'est naze. Bon, bah, j'ai fini les commandes, je te laisse prendre le PC. Ouais, merci. Et merde. Et vous, que pensez-vous de cette expression « pierre qui roule n'amasse pas mousse » ? Vous pouvez mettre les commentaires, nous serons curieux de vous lire. Bonjour et bienvenue à vous dans la vidéo du vendredi. Salut Alex. Salut. Comment vas-tu ? Ça va. Il est un peu tard ce soir, nous sommes le mercredi 10 novembre puisque demain nous sommes fériés. Mais nous avons reçu déjà toutes les nouveautés de ce vendredi, hormis quelques-unes que je vais citer ici et dont vous parlerez certainement dans la vidéo la semaine prochaine puisque Murano, Fort et Ionsen Legacy devraient arriver sur vendredi, samedi et ne seront pas présentés dans cette vidéo. Vous aurez une présentation plus complète la semaine prochaine, mais vous connaissez déjà un petit peu Murano et peut-être Fort aussi. Donc voilà, ce sont des excellents jeux, on les attend avec impatience. Mais il y en a quand même un petit peu, même si c'est un jour férié. Donc on est content de vous présenter cette vidéo, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. On vous remercie très chaleureusement, merci beaucoup. Alex, tout est bien pour toi? Oui, c'est bon. Voilà, alors on espère que vous avez passé un bon jour férié, voilà. Et on espère que vous appréciez notre petite pastille ludique, parce que tous les jours, à midi, et même hier, 11 novembre, il y avait notre coup de cœur de l'année, comme ça, 24 jeux qu'on a sélectionnés. Vous pouvez suivre ça jusque vers le 16 décembre. C'est ça. Voilà, c'est moi qui clôt le bal d'ailleurs, je crois. Oui. Voilà, c'est fait, la présentation est faite. On va pouvoir commencer par les nouveautés. Les nouveautés commencent par l'Assemblée des vilains. Voici l'Assemblée des vilains. Il y en a, ça va leur évoquer un petit peu quelque chose, ce petit format, puis ce petit logo ici. Oui, c'est un jeu dans l'univers des loups-garous. Vous savez que Disney rachète tout à tour de bras, donc voilà, la licence Disney a été mise sur les loups-garous. Vous allez jouer avec les personnages de Walt Disney, donc coucou Alice, hein. Je pense que tu aurais aimé présenter ce jeu, je suis navré de le faire à ta place, mais vous avez tous les personnages de Walt Disney que vous allez pouvoir jouer avec leurs petits pouvoirs, donc c'est un petit peu plus différent quand même que les loups-garous, d'où d'ailleurs un livret d'initiation pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et avec des rôles cachés exactement comme dans les loups-garous. Voilà, donc c'est si vous aimez Disney, si vous aimez les loups-garous, que vous voulez changer l'ambiance, ça peut être sympa de jouer à l'Assemblée des vilains, voilà. Et puis on va se déplacer comme ça, parce que finalement il n'y a pas grand chose tout là. Ouais. Et on va aller sur cette jolie boîte dorée. Alors j'espère que ça se voit sur la vidéo, je te laisse vraiment le filmer sans moi devant. Tu vois, là, c'est doré ici, c'est doré sur les côtés. C'est une édition collector, comme indiqué ici. Et le plateau est lui-même avec des dorures et des enlumineurs. Ouais. Autant vous dire que ce jeu, quand il est en rupture, eh ben, il revient pas tout de suite. Parce que à produire ça doit être bien complexe. Et le roi est mort, donc c'est un jeu de Peter Sylvester. Et tu aimes bien Peter Sylvester, Alex? C'est possible. C'est pourquoi? Non. Parce que c'est lui qui a fait l'expédition perdue. Oh oui, oui, tout à fait. Il a pas fait que ça d'ailleurs. Il avait fait Polynesia aussi chez Gigamic qu'on avait bien aimé. Et ça, c'est un jeu alors un petit peu minimaliste comme ça. On pense un peu à Condottiere comme ça avec ce plateau où on va prendre des majorités parce que c'est un jeu de majorité. Vous l'avez compris, il y a des cubes. C'est un petit peu historique. Puisque on est à la mort du roi, hein, le roi est mort, le nom est bien porté, et on a les Anglais, les Gallois et les Écossais qui se disputent le trône, et vous en fait vous n'êtes ni les Anglais, ni les Gallois, ni les Écossais, vous êtes des espèces de manipulateurs, un petit peu comme dans War of Whispers que vous aviez présenté la semaine dernière, et chaque joueur a un petit set de cartes lui permettant des actions, et là ce qui est très malin et ce qui est minimaliste, c'est qu'on a 8 cartes en tout et pour toute la partie, et chaque joueur a les mêmes 8 cartes, et ces cartes vont vous permettre de déplacer des cubes, avec des assemblées, avec des déjoués, avec des manœuvres, avec des renforts écossais ou des renforts gallois ou des renforts anglais. Et à chaque tour de jeu, un joueur va jouer une carte, puis comme ça dans le sens de la tour de montre, du sens des épines d'une montre. Oui. Vous pouvez passer, bien sûr vous pouvez passer, et il vaut mieux même que vous passiez parce que si vous pourriez claquer toutes vos cartes tout de suite, mais après vous êtes très mal. Quand tous les joueurs ont passé à tour de rôle, alors on fait ce qu'on appelle
une majorité en fait. Hein. On va déterminer un emplacement. Alors là, on n'a pas tout sorti de navré, mais en fait, au début de la partie, elles sont où Elles sont cartes? Ah oui, elles sont là. On a tiré ces cartes-là au hasard. C'est toutes les régions que vous voyez ici et qui ont été placées sur ces emplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a donc 8 régions à conquérir. Alors, ça voudrait dire que logiquement, on doit jouer une carte par région, hein, logiquement. Oui. Mais des fois, vous allez en claquer plus. Donc, si par exemple Gwynedd était en 1, dès que tout le monde a passé en 1, on va résoudre Gwynedd et on va regarder quel pays est majoritaire, enfin quelle faction pardon est majoritaire, si c'est les Gallois, les Écossais ou les Anglais. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous allez jouer une carte, vous allez déplacer des cubes, mais en plus, à la fin, vous allez récupérer des cubes pour les mettre devant vous. Et c'est ces cubes-là que vous allez récupérer devant vous qui vont créer vos majorités. Et donc, si on voit que c'est les Gallois qui sont majoritaires, c'est celui qui a le plus de Gallois devant lui qui donc va poser un petit jeton et les Gallois vont gagner la majorité de la région. Alors là, les jaunes, ce sont les Anglais. Les Anglais, voilà. Et les Écossais, les bleus, et les rouges, les Gallois. C'est ça. Bref, vous aurez compris que c'est très subtil, c'est très fin, c'est ce genre de jeu où chaque action doit être savamment pesée. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je passe? Mais il peut encore faire basculer une région. Quelle est la future région qui va être mise en majorité? Est-ce que je peux faire changer ça? Quel peuple il vaut mieux que je convoque à mon assemblée pour être majoritaire dessus? La petite règle spéciale d'égalité. Oui. Alors c'est là que ça devient intéressant. S'il y a égalité, après un calcul de majorité, alors il y a une instabilité dans la région, puisque les Gallois, les Écossais, les Anglais n'ont pas réussi à se mettre d'accord, alors les Français s'installent, par exemple dans l'Essex. Et quand... Même mieux, ce serait ici. Ouais. Là, t'as une égalité. Là, tu as une égalité, ouais, direct, exactement, moi je voulais faire ça. Tu as ce jeton français qui s'est mis là, et quand tu en auras 3, c'est la fin de la partie. Et oui, et c'est la fin de la partie. Et maintenant, celui qui gagne, c'est pas celui qui aura le plus devant lui de cubes, c'est celui qui aura le plus de triolets en fait. Oui, hein, puisque en fait, en gros, il va falloir aller combattre les Français, puisqu'ils ont pris un peu possession du territoire anglais, et il faut être celui qui aura réussi à rassembler toutes les armées. En fait, les armées galloises, écossaises et anglaises. Il faut être spécialisé dans un autre cas. Exactement. Il faut être diversifié. Dans un cas, en fait, à la fin de la partie, on va regarder quel est le peuple le plus majoritaire, et celui qui aura le plus de ces cubes devant lui gagnera la partie. Donc vous allez vraiment calculer qui est en tête. Est-ce que c'est les Gallois? Donc il faut que je prenne des Gallois devant moi, mais attention aux instabilités, parce que vos adversaires vont peut-être gérer ça, parce que toi Alex, t'as peut-être plein de jaunes, plein de bleus, plein de rouges, et tu dis que s'il y a une instabilité et que les Français arrivent à envahir l'Angleterre, bah du coup c'est toi qui réussiras à réunir tous les peuples pour aller bouter les Français hors d'Angleterre. C'est très sympa. Il y a même une extension inclue, c'est des cartes qui vont créer de l'asymétrie. Chacun d'entre nous se verra remettre une carte un peu particulière, pardon, je ne montre pas du tout les bonnes cartes, soit voilà l'espion, l'embuscade, la marche, le complot, l'assistant, l'influence, le conflit, le décret, la résistance, et donc du coup on aura des paquets de cartes asymétriques, puisque vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début, les paquets sont totalement symétriques, mais si on veut y mettre un peu d'asymétrie, on rajoute ces cartes là qui sont toutes uniques et qui vont créer des petits twists en fonction de qui les possède. Voilà, Le Roi est mort est disponible au magasin, c'est vrai que c'est une belle surprise ce jeu, il est très très joli, c'est un petit jeu minimaliste, malin, fourbe, taquin, enfin voilà, comme on aime. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait envie d'en faire une partie très très vite. Oui. Voilà. Donc on va enchaîner avec Mascarade pour finir. Ce n'est pas vraiment une nouveauté, c'est un reskin comme on dit, ou un relooking. C'est le jeu de Bruno Faidutti. Ce jeu, on va dire d'ambiance quand même clairement, à identité cachée, et qu'on pourrait quand même rapprocher beaucoup d'un complot. Je pense que Bruno Faidutti s'était un peu inspiré de complot pour ce jeu. Il y a amené sa petite patte à lui avec plus de chaos, mais on a ce côté qu'on va avoir des cartes et qu'on ne sait pas qui joue quoi, et qu'on appelle des pouvoirs et qu'on peut bluffer parce que personne ne voit la carte qu'on a, et qu'on peut dire bah je suis lui là, je sais plus ce que c'est marqué, je suis ce personnage là et je peux faire son pouvoir. Mais le truc, et c'est là c'est le côté un peu chaotique, c'est que des fois des joueurs vont pouvoir vous voler votre carte, la mettre sous la table avec la leur, peut-être l'échanger ou pas, ça vous savez pas, ils font ça sous la table et vous le voyez pas, vous remettre la carte devant vous, et peut-être maintenant avez-vous changé d'identité sans le savoir, lui il le sait, donc est-ce que vous allez appeler l'identité que vous êtes, est-ce que vous allez bluffer, enfin voilà, il y a ce côté un peu chaotique qui va arriver et qu'aime bien Bruno Faidutti. Il y a beaucoup plus de personnages que dans Complot. Là on a vraiment un relooking plus sérieux, puisque avant la boîte elle était plus à la Citadelle clairement, vrai, avec des personnages très proches de Citadelle comme ça. Là on a quelque chose de beaucoup plus... C'est plus épuré en fait. Ouais, plus épuré. Peut-être ça passera plus familial, on va dire, entre guillemets. C'est moins baroque, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est Mascarade, la version 2021. Voilà. Et je vais plonger dans les eaux glacées pour vous retrouver de l'autre côté. Elle est gelée.
Bon, j'attaque un trio de jeux que j'adore. Donc on commence par l'extension Atlante eau glacée, mais pour ça il faut que je vous parle de Atlante. Atlante, un jeu qui a été longuement comparé à Abyss pour son univers des fonds marins, mais qui n'a absolument rien à voir. J'adore Abyss, Dieu sait que j'aime Abyss, mais je trouve que c'est un peu injuste de le comparer à Abyss, tout ça parce qu'il met les fonds marins en avant. C'est comme si des jeux sur l'Égypte, on disait c'est le même jeu parce qu'il est sur l'Égypte ou sur les Vikings, et Dieu sait s'il y a plein de jeux sur l'Égypte et les Vikings. Là, Atlante, c'est un jeu qui est méga malin, qui va retrouver un peu, pour ceux qui connaissent Concordia, ce côté qu'on a un paquet de cartes, tous le même, et qu'à son tour de jeu, c'est très simple, et c'est ce que tu dis dans ta vidéo la semaine dernière, Alex, je t'ai écouté, c'est quand tu parlais de Anno 1801 ou même des ruines de Narak, puisque tu faisais un parallèle, du coup moi je fais un troisième parallèle avec Atlante, c'est que c'est ce genre de jeu où tu fais une action et à côté tu peux faire autant d'actions que tu veux gratuites qui vont te permettre de faire plein de combinaisons. Dans ce jeu là, alors très beau matériel, on va avoir des petites rémentas en plastique qui vont vous servir à activer des pouvoirs, là c'est ce que tu vois là. Chacun a ses propres rémentas, il y a des rémentas bonus qu'on va gagner, on va acquérir des lieux soit par le combat, soit par l'argent, et ces lieux on va les glisser dans notre plateau individuel, et c'est là tout le génie du jeu, c'est qu'on va les glisser comme ça, et c'est le sur le côté ils ont des petites bulles avec des actions bonus, et de temps en temps vous pourrez faire péter ces bulles comme ça en poussant la carte d'un cran, et donc récupérer l'action bonus, ça va être gagner des sous, gagner des pouvoirs de conquête, pouvoir reprendre vos cartes, avoir des nouvelles rémentas, enfin bref, il y a plein de choses à faire, c'est tellement riche ce jeu, et à un moment donc quand vous avez fini de pousser la carte jusqu'au bout, elle peut plus vous servir, mais il vous faudra marquer des points en fin de partie, mais pour ça il faudra les banquer, et je vous disais c'est comme Concordia, c'est-à-dire qu'on a des cartes, on joue une carte, on fait le pouvoir de la carte, après c'est à toi, et on va, comme dans Concordia, pouvoir acheter des nouvelles cartes qui sont dans un marché, afin d'avoir plus de cartes à jouer, etc. D'autant que on récupère des points en fonction des cartes qu'on a marquées, notamment à la fin de la partie, c'est un bon moteur pour faire des points. C'est un jeu à objectif, vous allez avoir des objectifs tirés au hasard, ici on a 4 à chaque fois, et le premier qui réalise l'objectif en question pose sa rémenta et marquera les points là, le deuxième marquera les points là, c'est évidemment dégressif, et évidemment plus vous posez de rémenta sur les objectifs, et moins vous avez d'actions bonus liées à vos rémenta. Moi c'est un jeu que j'adore, Atlante. Intéressez-vous-y si ça vous a un petit peu titillé, et évidemment il a une extension puisque mine de rien il a quand même bien marché, et c'est eau glacée, et eau glacée c'est très simple, c'est par là, c'est une boîte norvégienne on dirait. Donc vous avez un 5e joueur, voilà, je n'ai jamais joué à 5 joueurs à Atlante encore, pourquoi pas, donc avec son lot de rémenta personnel et son paquet de cartes personnelles, mais vous avez surtout une nouvelle manière de jouer, cette fois ça va être le module tribu, c'est-à-dire que pas du tout des objectifs comme je vous avais expliqué, mais en fait des cartes qui vont être tirées au hasard au début de la partie par lot de 3, c'est-à-dire qu'il y a 3-1, 3-2 et 3-3 ou quelque chose comme ça, donc elles ont des puissances en fait, et vos rémentas en fait vous allez les poser, cette fois-ci vous allez les sacrifier pour utiliser le pouvoir d'une carte en payant le coup, et plus une carte a été posée avec des rémentas, plus la carte est excessive, donc un petit peu comme dans Sagrada, au début ça coûte rien si vous êtes le premier à vous poser dessus, mais s'il y a déjà 2 autres personnes posées dessus et que vous voulez y aller, ça vous coûtera de plus en plus cher, et ces cartes là sont super puissantes, en gros vous faites appel à des tribus externes qui sont dans les eaux glacées et qui vont vous aider à mieux conquérir ou à mieux acheter des nouveaux lieux ou des nouveaux seigneurs, et évidemment c'est une extension, il y a des nouveaux lieux avec les lieux glacés dans les eaux glacées, et des nouveaux seigneurs, et ces nouveaux seigneurs ils ont une super particularité, c'est que quand vous les jouez déjà vous faites l'action, mais après quand vous les mettez dans la défausse, ils ont un pouvoir qui vous aide tant qu'ils sont visibles dans la défausse. Alors là ça va comboter de fou, moi j'ai hâte de jouer à cette extension eau glacée. Voilà, ça c'était pour Atlante, déjà c'est superbe et c'est un jeu très intéressant. Si vous êtes passé à côté et que vous pensez que ça peut vous convenir, je vous assure, c'est vraiment Ivan Tuzdowski, il a inventé ce système où on glisse les cartes et on les active, et on active tous les bonus un petit peu comme ça, et on fait tout ce qu'on veut avec des tas et des tas d'actions gratuites. Le jeu est totalement libre, et voilà, vous pouvez faire une multitude de stratégies, c'est vraiment passionnant. Voici pour Atlante. On enchaîne avec Trails. Ça nous rappelle quelque chose, ceci là, ce petit look comme ça. Vrai, oui. Ça nous rappelle Parks, notre coup de cœur de l'année dernière, mais pas qu'à nous, puisque ça a été quand même longuement plébiscité par tout le monde à la boutique, et tous les clients qui l'achètent, et tous les retours des gens qui l'ont acheté et qui y jouent encore maintenant. Et Trails c'est quoi? C'est une version dans l'univers de Parks. C'est pas du tout le même jeu, c'est une version un peu allégée, on va dire, déjà moins cher, puisqu'il est à 25 €, ce qui est chouette. C'est une petite boîte aussi, si vous manquez de place dans votre ludothèque. Et c'est un jeu comme ça de gestion de ressources aussi, où on va se balader dans différents lieux, alors toujours aussi joli, sous forme de petites plaquettes comme ça. On a son petit randonneur, évidemment. Cette fois-ci, on peut pas se déplacer d'autant de cases qu'on veut, c'est 1 à 2 cases. Par contre, on peut aller sur les cases des autres. Il n'y a pas du tout de contraintes comme dans Parks, où si je vais sur ta case, j'épuise mon feu de forêt. Ici, pas de feu de forêt, non, de feu de camp. Pas de feu de camp, on va faire les actions indiquées ici, donc vous êtes sur un jeu de gestion de ressources. Ces ressources, vous allez les acheter pourquoi? Pour avoir des badges.
Les badges, il y en a au début du chemin et à la fin du chemin. Et les badges, ils sont tous différents. Je vous les montrer rapidement. Il y a tout ça comme badge, voilà, avec à chaque fois des ressources différentes, des petits pouvoirs différents, des manières de marquer des points différentes. Et il y en a 2 au début du chemin, 2 à la fin du chemin. Et vous allez randonner pour aller au bout du chemin, déjà pour essayer de récupérer des badges. Donc vous allez récupérer les ressources en fonction. Mais aussi, dans ce jeu, vous allez faire des tas d'allers-retours. C'est ça qui est sympa. Vous allez des fois revenir en arrière. En fait, l'inclinaison de votre petit bonhomme vous indiquera vers où vous allez aller. D'ailleurs, quand vous jouez à 4, il y en a 2 qui partent de là et 2 qui partent de là, puis on va se croiser comme ça, c'est rigolo. Quand vous allez arriver là, vous allez récupérer la ressource montrée par le soleil va avancer petit à petit, puis à un moment il va quitter cet endroit-là et il va commencer à déclencher la fin de partie, et à chaque fois qu'il va passer sur une tuile, le soleil se couche, et ça c'est très beau, il va coucher la tuile évidemment, et la tuile va se bonifier. Vous voyez, là j'avais une seule pierre, maintenant j'ai 2 pierres, et au fur et à mesure qu'il va avancer comme ça, il va faire de plus en plus nuit, mais du coup les actions seront de plus en plus fortes. Mais ça indique quand même la fin de la partie, donc il faut quand même se speeder à faire ces petits allers-retours pour récupérer ces fameux badges, parce que c'est grandement eux qui font marquer des points, ainsi que les photos. Vous allez retrouver les fameuses photos de Parks. Voilà, il y a des lieux où on peut faire des photos, et grâce à l'ours aussi, bon, toujours des très jolis dessins. Oui. Vous voyez, un petit peu nocturne, etc. Enfin voilà, on retrouve la patte Parks. Ils savent faire des très beaux jeux. Alors ils ont mis un peu moins dans les ressources, mais bon, pour le prix aussi, c'est normal. Et quand vous allez aller voir le petit ours, de temps en temps, vous allez faire coucou petit ours, et vous allez jeter le dé qui va vous indiquer où il va aller, et il va aller sur une des tuiles indiquées par le symbole. Donc par exemple, s'il est allé sur la tuile des glands, il serait allé sur les glands, et moi j'aurais gagné un gland évidemment. Donc aller voir l'ours, ça permet de récupérer des petites actions bonus, notamment la fameuse action photo. Voilà, donc je vous expliquais. De temps en temps, on a une petite gourde, ça va vous rappeler Parks, mais cette gourde vous sert à tracer d'un seul coup d'autant de cases que vous voulez. Genre, je suis là, je vais absolument aller là pour récupérer le badge, boum, j'épuise ma gourde et hop, je me retrouve là, et je fais le badge, enfin plutôt là, et je fais le badge, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que les badges, en fait, il y en a 2 de ce côté-là, et 2 de ce côté-là, puis qu'on les change à chaque fois. Voilà. Trace, c'est ça, c'est une petite version allégée de Parks, mais bien malin, avec un petit peu de blocage, gestion de ressources, petite pause d'ouvrier toujours en mouvement, comme le faisait Parks. Et ce côté action bonifiée au fur et à mesure que le soleil se couche, ça c'est très joli et assez poétique. Et voilà, c'est un petit conseil aussi de la boutique, si vous cherchez un petit jeu sympa à trimballer partout avec vous. Lui, il est parfait pour les randonnées. C'est Trails. Et on va finir sur un de mes chouchous, un jeu que je joue encore actuellement, et c'est quand même assez rare. J'ai dû en faire une 50aine de parties. C'est un jeu qui fonctionne extrêmement bien à 2, contrairement à ce qui est indiqué dans la première version du jeu, puisque ce jeu avait honteusement disparu des étals. Ça fait 3 ans que je l'ai acheté, je crois. Il avait disparu même pas au bout de 6 mois après sa sortie. Je rebondis sur ce que tu as dit au début, hein, il a frôlé la sélection celui-là. Ah oui, en fait il a été nommé au Spiel. Il a frôlé la sélection du carnet ludique. Oui, exactement, tout à fait. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais même s'il n'y est pas, on va en dire tout le bien qu'on pense, parce que je t'y ai fait jouer aussi et t'as adoré, exactement. Et on n'est pas les seuls à avoir adoré, puisque Jimmy Stigmeyer lui-même a adoré Fantasy Realms. Pourquoi ? Parce que quand Jimmy Stigmeyer a joué à Fantasy Realms, alors qu'il était depuis 3 ans à essayer de trouver une mécanique qui collerait à son envie de faire un jeu sur Red Rising, qui était un livre qu'il adorait et sur lequel il voulait faire un jeu, il a dit bon sang, je tiens ma mécanique pour Red Rising. Et c'est vrai qu'il s'est inspiré, d'ailleurs il ne se n'en est pas caché parce qu'il le met dans le livret de règles, il s'est inspiré de ce jeu sorti il y a 3 ans et qui en plus a été remis devant la scène, puisqu'il était nommé au Spiel Expert de 2021. Il n'a pas gagné, mais au moins il a été nommé, ça a mis un petit focus et ça permet à Mad Distribution de le relocaliser en France. C'est un jeu WizKids. Et donc, l'intérêt de Fantasy Realms, c'est un jeu comme Red Rising, c'est un jeu de combo de cartes, de gestion de main de cartes. En fait, en gros, vous allez avoir des cartes en main, vous allez avoir des cartes dans un marché, et vous allez à chaque fois échanger une carte de votre main avec la carte du marché pour essayer de vous faire les meilleures cartes. Beaucoup d'interactions, parce que quand vous envoyez une carte dans le marché, vous l'offrez à vos adversaires, qui vont dire « Ouh, t'as mis ça toi ? Bah attends, ça me plaît vachement par rapport à ma stratégie. » Et là où c'est malin, c'est que les cartes, il y en a plein. Il y a plein de familles différentes, tu vois, il a fait des terrains, des vagues, des climats, des flammes, des armées, des sorciers, des seigneurs, des créatures. 12 types de cartes différentes. Les artefacts et les jokers. Et c'est un jeu, on va faire des combinaisons et toutes les cartes interagissent les unes avec les autres et elles sont toutes uniques. Et elles ont cette particularité, et ça vous l'aviez un peu dans Red Rising, mais là on le voit beaucoup plus, avoir des bonus, par exemple le beffroi, plus 15 avec n'importe quel sorcier, pour être intéressant. L'inondation, c'est un malus, l'inondation, elle fait 32 points certes, mais regarde, elle masque toutes les armées, tous les terrains sauf la montagne et toutes les flammes sauf l'éclair. Et c'est ça qui est malin dans le jeu, et nous on le fait, c'est qu'à la fin on peut se raconter une histoire avec ces 7 cartes qu'on a, parce que tout est très logique. Une inondation, forcément que ça va empêcher les armées d'avancer, et évidemment que ça va masquer les terrains, évidemment que la montagne va pas être masquée parce qu'elle est beaucoup plus élevée. En gros, vous pouvez vous expliquer toute carte, le pouvoir de toute carte est logique, et c'est ça qui est génial dans ce jeu.
Et là, je vous ai fait une petite mise en place avec 7 cartes que j'ai fait à la fin de la partie. Donc, vous voyez, j'ai un terrain, bonus plus 10 avec la fumée et le feu de forêt, et efface le malus de toutes les vagues. Ce qui est sympa, c'est que si j'avais une carte vague comme l'inondation, vous voyez, avec le malus, et ben, la montagne effaçait le malus de toutes les vagues, dont l'inondation. Donc elle me rapportait vraiment 32 points, quand bien même j'aurais eu des armées, des terrains qui n'auraient pas été effacés par mon inondation. Ça, c'est très malin. Mais on va dire que j'avais pas ça. J'ai fait pour les 9 points et aussi parce que c'est un terrain. J'ai l'arme, plus 25 points avec n'importe quel sorcier. Et bah du coup, j'ai pris un démoniste, mais qui fait moins 10 pour chaque seigneur et chaque autre sorcier. Donc il fallait pas que j'ai d'autres sorciers. Mais par contre, j'avais un autre seigneur. J'avais besoin d'une princesse qui fait plus 8 points pour chaque armée, sorcier et chaque autre seigneur. Donc quand même, il me rapporte 8 points de plus ce démoniste. Et pourquoi j'ai pris la princesse? Bah parce que j'avais la licorne. Une princesse, une licorne, c'est logique. Plus 30 points avec la princesse. Et j'avais aussi moins 40, sauf avec au moins un sorcier pour ce dragon. Et c'est pour ça que j'ai mon démon. Enfin bref, vous allez sans arrêt vous dire, attends, si je prends cette carte-là, laquelle j'enlève? Parce que vous n'avez pas le droit d'avoir plus de cartes. C'est juste des échanges que vous allez faire. À deux, c'est très sympa parce qu'au début, vous n'avez rien, aucune carte, et vous allez les prendre au fur et à mesure en piochant 2 dans le paquet, en gardant une et en mettant l'autre dans la défausse. Dès qu'il y a 10 cartes dans la défausse, la partie peut vraiment commencer. Enfin, dès que vous avez 7 cartes en main, pardon, la partie peut vraiment commencer. Et là, on échange avec la défausse, on pioche une carte et on échange. Mais on a toujours le même nombre de cartes. C'est passionnant, Fantasy Realms. J'en ai fait plein de parties. C'est jamais pareil. Et ce qui manque, ah mince, ça s'est éteint. Antoine, c'est du direct. Ça s'est éteint, je voulais vous montrer, désolé. Il m'avait mis son téléphone gentiment. Excuse-moi, oui, parce que ce que vous allez trouver dans la boîte, c'est ça. Et ça, autant dire que ça sert à rien. Merci beaucoup. Parce que pour scorer les points, vous avez vu, c'est un peu quand même la prise de tête. Et quand vous aviez ce bloc-notes, vous passez un temps incroyable à jouer, enfin à calculer vos points, presque autant qu'à jouer. Et heureusement, le génie, c'est l'application WizKid. Hop, Start Scoring. Voilà, vous dites Player 1, moi j'ai pris cette carte-là, ok, là-dedans j'ai pris cette carte-là, ok, là-dedans j'ai pris cette carte-là, ok, je fais au pif, hein. Là-dedans j'ai pris cette carte-là, ok. Bref, vous faites toute votre sélection, vous pouvez avoir des détails sur les cartes et après, hop, vous scorez et ça vous met votre score, vous mettez le joueur 2 et ça calcule tous les scores, c'est génial, ça vous dit qui a gagné. Enfin ça, je ne joue plus sans ça parce que ça, c'est un gain de temps immense pour cet excellent jeu Fantasy Realms. Alors on vous le présente là, c'est mon plaisir égoïste, il n'est pas encore arrivé, alors on espère que quand vous verrez cette vidéo vendredi midi, il sera arrivé parce qu'il est commandé, mais même si on l'a pas encore vendredi, contactez-nous, on vous dira par l'Instagram, Alice vous préviendra quand on l'aura reçu, mais ne passez pas à côté de ce jeu là, si vous aimez ça, c'est vraiment du bijou, voilà. Et je vais laisser la parole à notre ami Antoine, merci d'ailleurs pour l'application, et il va vous présenter les jeux de rôle et d'autres choses, c'est là-bas. Salut YouTube et bienvenue dans l'actualité jeux de rôle. Alors pas que jeux de rôle, donc les non-rôlistes, restez dans les parages, vous n'allez pas le regretter, mais on vous commence évidemment par le jeu de rôle avec Dungeon Crawl classique, aussi nommé DCC. Alors qu'est-ce que c'est que DCC? Eh bien il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo, des vieux jeux vidéo, on appelle ça du rétro gaming, pardon, qui jouent à la Famicom, à l'Atari, etc. Eh bien il y a des gens qui jouent à des vieux jeux de rôle et c'est ce qu'on va trouver un petit peu dans DCC, c'est du jeu de rôle à l'ancienne, façon années 70, dans les grands débuts de Donjons et Dragons par exemple, et c'est ce genre de jeu de rôle qu'on va trouver à l'intérieur, donc essentiellement du porte, monstre, trésor, un taux de mortalité pour vos personnages extrêmement élevé, faudra pas trop s'attacher à vos personnages, il y aura une sorte de sélection darwinienne comme on dit, pour voir si vos personnages arriveront à passer d'aventure en aventure. Donc ce look un peu 70s, un peu homemade, fait maison, eh ben on le retrouve, mais alors sur la couverture et bien sûr le contenu, regardez-moi ces illustrations, on est totalement dans les 70s, on est totalement dans des illustrations fait main comme dans les bouquins des années 70 et les nostalgiques et aussi ceux qui cherchent pourquoi pas une patte un petit peu différente vont totalement se régaler. On retrouve le classique Dungeons et Dragonesque avec le clerc, le voleur, les livres de sorts, un petit bout de bestiaire, etc. Ce qui va être très intéressant dans cette gamme, oui parce que c'est une gamme, là il n'y a qu'un seul bouquin, mais ça va être une gamme, je vais vous montrer ça, c'est que l'on a ce livre là qui coûte quasi 50 €, qui fait quand même son petit prix, mais derrière il va y avoir tout un tas de suppléments qui sont prévus, qui vont arriver, et donc là ils sont beaucoup plus abordables. Ces suppléments, ils vont évidemment vous proposer des aventures, des mini-campagnes, des campagnes pour Dungeon Crawl classique, mais ce sera très facilement adaptable pour votre jeu de rôle plus moderne, peut-être préféré. Ça peut faire des idées de scénario, ça peut faire des idées de monstres, ça peut faire simplement avec un tout petit travail d'adaptation, pas grand chose, ça peut faire des belles aventures pour votre Donjon et Dragon, ou alors sinon vous partez directement pour l'aventure Dungeon Crawl Classics. Voilà pour le jeu de rôle.
Mais je vous l'avais dit, il y a autre chose que le jeu de rôle. On va faire un petit peu de place. Hop là. Il y a Tainted Grail. Tainted Grail qui est quasiment une sortie parce qu'on l'avait déjà eu en boutique il y a un certain temps, il y a quasiment un an. Ça n'avait pas duré très longtemps. Et donc là on en a un plus gros stock parce qu'on n'en avait pas eu beaucoup. Donc Tainted Grail, la chute d'Avalon, c'est un jeu coopératif, d'aventure, narratif. Je vais vous montrer ça derrière. Évidemment comme d'habitude Alex, tu me dis s'il y a des reflets ou quoi. On va essayer d'adapter tout ça. On va juste me voir moi là, regardez. Bonjour. C'est parfait. Donc comme je l'ai dit, un jeu d'aventure, coopératif, narratif. Pensez à un mix d'une part entre Destinies et le 7ème continent pour tout le côté aventure, exploration et un petit peu narratif aussi évidemment, et d'autre part pour les combats, la tatane et aussi un petit peu l'exploration toujours évidemment du Descent ou Gloomhaven. Voilà, pensez à une espèce de mix de tout ça. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien il va y avoir 15 chapitres qui font plusieurs heures de jeu chacun. De la belle figurine, c'est pour ça que c'est au rayon figurine chez nous, votre feuille de personnage, le classique, et vous allez pouvoir vous déplacer de case en case, aller révéler les cases qui forment la région que vous allez explorer à chaque chapitre. Sur chaque case, il y aura possiblement des combats, des ressources, des objets à récupérer, mais aussi ces cases seront numérotées. Par exemple, si je vais sur la case 83, eh bien je regarderai dans le bouquin, il y a un livre fourni que vous pouvez voir ici qui fait je ne sais plus combien de pages, mais alors croyez-moi c'est presque un classeur, il est super épais. On va en regarder à la page 83 tout simplement, et donc là on va avoir un petit bout d'histoire, pourquoi pas des choix à faire, et qui dit choix dit conséquences forcément. Pour l'ambiance, nous sommes dans un jeu inspiré des mythes arthuriens, des druides, des menhirs, tout ce genre de choses qu'on adore, n'est-ce pas Alex? Oui. On joue des plus ou moins des pécores, hein, des gens qui ne sont pas destinés à devenir des grands héros, qui vont devoir réactiver une série de menhirs dans leur région pour les protéger d'une brume maléfique. Donc on joue Perceval et Caradoc, quoi. Ça c'est toi qui vois, mais c'est faisable. Et donc évidemment, nous autour de la table, si on la jouait, ce serait Perceval et Caradoc, on est bien d'accord. Évidemment, vos personnages vont monter en niveau, et ça, ce que je vous ai dévoilé, ce n'est que le début de l'histoire, de la narration. Il va se passer bien d'autres choses par la suite. Voilà ce que j'ai à vous dire pour Tainted Grail, la chute d'Avalon de Awaken Realms, un jeu très complet, comme d'habitude, comme ils aiment le faire. C'est tout pour moi, et je vous retrouve dans un instant, ne vous inquiétez pas, mais je passe la main à Tom, à de suite. J'aime le jeu abstrait. J'aime, c'est cette petite boîte qui nous a été déposée par un joueur basque qui voulait mettre ça en dépôt-vente chez nous. Donc nous vous présentons J'aime, c'est un jeu abstrait. C'est un jeu, alors on va voir un petit peu le dos, voilà, c'est un jeu avec un très joli tapis. Alors plein de cases, on joue sur les intersections, hein, un peu comme au Go. Et c'est un jeu un peu un morpion amélioré si on va par là, puisque bon, chacun a ses pions de sa couleur. Et on va jouer des pions pour faire des alignements, mais il y a plusieurs manières de gagner. Soit on fait un certain nombre d'alignements. Ça dépend du nombre de joueurs. Ouais. C'est-à-dire que, alors là tout est écrit dans les règles, hein, c'est-à-dire si on est à 4 joueurs, il faut faire 5 alignements de 4, 4 fois, enfin 5 fois 4 alignements de 5 alignements de 4 en fait. Ouais. Donc soit on fait des alignements plus grands, soit on gobe des pions. Et ça, le gobage, c'est un peu comme à l'Othello un petit peu, c'est si on entoure, bah là on voit la jaune, là tu vois jaune, il entoure bleu, bah là il pourrait gober bleu normalement. Enfin là quand il a posé son deuxième jaune, il aurait pu prendre le jeton bleu. D'accord. Et donc le gober. Et là pareil aussi la règle dit le nombre de jetons qu'il faut qu'on ait gobé et de couleurs différentes pour marquer, pour gagner la partie. Voilà. D'accord. Les règles sont très simples, hein, ça tient vraiment sur. Alors là je vais suivre très vite parce que je l'ai lu très vite quand il nous l'a apporté. Mais déjà l'objet, enfin le gars quand même il a fait quelque chose quoi. Hein. Il a fait un très beau tapis, très beau matériel. Et si on aime les jeux abstraits, on est sur un Morpion plus beaucoup plus tactique, à très nombreux, hein, puisqu'on peut jouer comme vous l'avez vu jusqu'à 6 joueurs. Et ça peut faire beaucoup d'alliances ou de coups comme ça réfléchis à l'avance. Voici J'aime. Ensuite on enchaîne avec le jeu de la dame. Ce jeu, donc alors quand on voit ça, on se dit ah encore un jeu à licence et tout ça, et c'est vrai hein. Et bon alors après on a aimé le jeu de la dame, et puis le jeu de la dame on le remercie parce que ça a vraiment relancé l'attrait des échecs. Et ben ce jeu est très malin, sachez-le, parce que déjà à la base c'est un jeu qui existait déjà, mais sur lequel on a recollé ce thème là, parce qu'évidemment là quelqu'un s'est dit ça pourrait super bien coller. Pourquoi? Parce que c'est une vraie petite initiation au jeu d'échecs, c'est un jeu de programmation.
et de mémoire, et on a vraiment l'impression qu'on est dans la peau là, du personnage principal du jeu de la dame, parce qu'on va devoir anticiper nos déplacements et des fois reprogrammer. Je vous explique comment. En fait, dans cet échiquier, puisqu'on a un vrai échiquier, vous allez poser des jetons sur plein de cases, des jetons qui représentent des points de victoire en fait, qu'on va gagner, et vous allez prendre votre dame, chacun a sa dame de sa couleur, il va partir sur une des cases, et vous allez voir un paquet de cartes, et ce paquet de cartes représente toutes les pièces du jeu d'échecs. En gros, à votre tour, vous allez programmer 4 déplacements à la suite, c'est-à-dire vous allez prendre 4 cartes de votre paquet de cartes et les poser dans un ordre bien précis, et quand vous révélerez la première carte, vous déplacerez votre pièce dame de la même manière que se déplace la dame aux échecs si c'est une carte dame. Mais si ça a été une carte cavalier, alors votre pièce se serait déplacée comme le cavalier. Si c'est une tour, comme une tour, si c'est un fou comme un fou, je vais pas tous vous les faire. Et du coup, vous allez faire vos déplacements de votre tête. Vous allez dire, ok, je vais jouer d'abord la dame pour aller là, je vais prendre ce pion là, ensuite je vais jouer le cavalier pour aller ici, puis je vais prendre ce pion là, maintenant que je serai ici, je vais jouer le fou pour aller chercher ce pion là, et vous allez faire vos petits déplacements comme ça, enfin vos petites programmations. Ensuite, les 4 sont programmés par chaque joueur, et chaque joueur va révéler sa première carte et va faire son déplacement les uns après les autres, puis sa deuxième carte, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'à un moment, vous allez voir que ce pion que vous voulez aller prendre, eh ben, il a été pris par un autre joueur. Il va falloir recalculer ça. Et surtout, que dès que vous avez révélé votre première carte, vous allez devoir en rejouer une autre derrière face cachée. Donc vous vous rappelez des 3 autres programmations que vous avez fait et vous dire, attends, à quel niveau je suis là, c'est quoi la carte que j'avais jouée là, donc je vais me déplacer là. Et on a vraiment l'impression, et ça je le conseillerais presque dans les écoles d'échecs, si on veut commencer à apprendre aux gens à réfléchir en 4 coups, c'est-à-dire 4 coups à l'avance, se dire, ok, après je suis là, après je suis là, après je suis là, ah mince, ça a changé, donc j'ai programmé ça, donc il faut que je reprogramme ça derrière et je me retrouverai là et je vais essayer d'aller récupérer ce pion là. C'est passionnant à jouer. Vraiment, moi j'ai fait une partie, c'est très rapide une partie, et on a vraiment l'impression comme ça qu'on est un génie des échecs qui reprogramme à chaque fois. Du coup, le thème colle superbement à ce jeu, The Queen's Gambit, le jeu de la dame. Voilà, et on va aller sauver, on vous avait parlé des eaux glacées grâce à Atlante, on va parler des eaux glacées avec Rescue Polar Bears. Ça, c'est pas un jeu très récent, mais c'est un jeu qui a mis son temps à se faire localiser en France. Donc c'est un jeu coopératif où vous allez sauver des petits ours. Alors tout le matériel est super mimi, vous avez chacun des bateaux en 3D comme ça, vous avez des tas de petits ours blancs, papa ours, maman ours et les bébés ours, et ça change aussi selon qui est qui. Vous avez ces fameuses tuiles de la banquise, et évidemment la banquise va fondre, vous allez gérer la température aussi, ça c'est très malin, ça va faire fondre la banquise, ou alors vous allez pouvoir remettre un peu de glace, ou alors ça va être gelé, enfin les oursons vont tomber dans l'eau. Bref, évidemment vous avez compris, quand vous perdez trop d'oursons ou quand vous êtes bloqué, vous avez perdu la partie. Et le but c'est d'aller sauver ces oursons, de les amener sur ces pistes d'hélicoptère pour qu'ensuite on les déplace ailleurs, dans un autre endroit qui n'est pas pris par le réchauffement climatique. Voilà, donc Polar Bears, beau matériel, coopératif, bel univers, un petit peu écologique. Voilà, ça faisait longtemps qu'on en parlait de ce jeu, personne ne l'avait encore localisé. Écoutez, on espère que ceux qu'on essayé de localiser ont eu raison, que ça va vous plaire. Et je laisse la parole pour certains jeux pour les enfants à Antoine. Recoucou, effectivement un petit focus sur les nouveautés enfants en commençant par Les Contes émerveillés de Christine Alcouf, Ludovic Maublanc, un jeu à partir de 5 ans. C'est un jeu coopératif, de mémoire et de narration un petit peu, vous allez comprendre pourquoi. Donc on a un plateau comme ceci avec le ciel, les montagnes, la rivière, le sol. Nous avons des cartes de personnages ou de véhicules parce qu'il y a un petit bateau, bon il y a le Père Noël carrément, un tapis volant, un cerf, il y en a plein, il y en a énormément dans la boîte, il y en a 60 au total, et des petits jetons d'histoire comme ceci sont des petits symboles, donc vous voyez un cadeau, un trèfle, une couronne, sont des invitations à raconter des choses, raconter des histoires. Il y en a plus d'une 60aine de petits jetons. Que va-t-on faire? Eh bien chacun notre tour, on va aller tirer un personnage au hasard, aller le placer sur le plateau où on souhaite, en respectant son milieu naturel évidemment, on ne va pas mettre de dauphin dans le ciel, enfin on peut, mais alors il faut se mettre tous d'accord évidemment, et on va lui associer un petit jeton, donc par exemple ici le dauphin, le cadeau, ok, et une fois que tout le monde a bien vu qu'on a mis le cadeau, on va retourner le jeton, et ainsi de suite pour tous les personnages. Une fois qu'on a mis tous les personnages avec tous les jetons face cachés dessus, eh bien on va aller raconter l'histoire de chacun des personnages. Donc par exemple je vais commencer par le dauphin qu'on avait posé en tout premier, et je vais dire c'est l'anniversaire de Flipper le dauphin, et tous les animaux de la rivière et de la forêt doivent venir lui offrir un cadeau. On va vérifier le jeton, j'ai bien parlé du cadeau, donc c'est bon, super, on s'est rappelé du symbole, et puis on a raconté une petite histoire avec, c'est parfait. On va avoir le droit d'aller mettre des étoiles dans le ciel
pour avoir un beau ciel étoilé. Si je m'étais trompé, si j'avais confondu avec une autre histoire, un autre objet, eh bien on aurait mis des nuages et on aurait eu un ciel nuageux et sombre et gris. Et le but évidemment c'est de tous ensemble raconter une belle histoire et se rappeler des éléments pour avoir un beau ciel étoilé tout simplement. Juste à côté des contes émerveillés, nous avons Box Monster, un jeu de Romain Catergian et Marie Cardoua. Box Monster, à partir de 6 ans, un petit jeu d'ambiance qu'on a essayé tout à l'heure avec Alex, on s'est éclaté. Qu'est-ce que c'est que Box Monster? Eh bien, il y a ce monstre comme ceci que vous voyez devant vous, qui est venu à la maison, il a tout mangé. Il a mangé tout ce qu'il trouvait, c'était un monstre affamé. Il a mangé de la pizza, des briques de Lego, des téléphones, tout et n'importe quoi, tout ce qu'il a trouvé. Et des slips, il a des maux de ventre maintenant, ce Box Monster. Il a mal au ventre, il va falloir l'aider parce qu'il est pas si méchant que ça à sortir les choses qu'il a mangées. Mais attention, on va pas les sortir dans n'importe quel ordre. Déjà, nous allons choisir un niveau de difficulté. Donc là, on choisit le niveau de difficulté bleu le plus facile. Allez chercher 3 tuiles, 1, 2, 3, parmi une petite sélection. Hop là, on va tous mettre une main dans le monstre comme ceci. Ok, Alex me suit, très bien, il y a tout le monde. Donc là à l'intérieur il y a plein d'objets. Okay. Oui, effectivement. Lavez-vous bien les mains avant, ok? C'est clair. Et on va retourner le sablier et on va devoir trouver une paire de slips. Alors, une paire de slips. Non, c'est une tablette de chocolat. Ok, une tablette de chocolat. Donc, normalement, on n'a pas le droit de sortir les objets. Que va-t-il se passer? Normalement, on a trouvé quelque chose, on pense que c'est bon, on dit que c'est bon. Ouais. On va arriver à la fin du sablier et attention, on sort tous. Et il faudra qu'on ait une paire de slips. Et qui c'est qui a son slip? Mais pas du tout, parce qu'on a fait n'importe quoi, évidemment. Mais normalement, il faudra arriver à trouver la paire d'objets. Et plus vous allez progresser en difficulté, plus vous allez avoir des paires différentes à aller chercher. Voilà, tout simplement Box Monster, ce petit jeu d'ambiance rigolo comme tout. J'ai pas précisé, mais évidemment, quand on fait n'importe quoi, que se passe-t-il? Il a encore plus mal au ventre, le Box Monster. Et bien, il va falloir aller lui donner un médicament. Donc ça va être un objet en plus qui va nous embêter dedans. Et on a un petit peu perdu, mais pas trop. Par contre, si on se retrompe, on met un autre médicament. Il n'y a que 2 médicaments dans la boîte. Si on a mis les 2 médicaments, c'est qu'on est vraiment pas très bon, mais c'est pas grave. On va recommencer, on va essayer de sauver à nouveau ce Box Monster. Voilà donc pour Box Monster. Et par ici, je vais vous présenter Triplette Cacahuète. Mais qu'est-ce que Triplette Cacahuète? Aussi un jeu à partir de 6 ans de Jean-Jacques Derzagazian. Je pense que je l'ai écorché un petit peu, je suis désolé. Illustré par Marie Cotu. C'est un jeu d'observation et de rapidité, tout ce qu'il a de plus simple. Donc nous avons ici des petits personnages de l'apéro, du cornichon, des cacahuètes, des olives, des petites tomates cerises qui sont sur un podium. On va jouer chacun notre tour. À mon tour, je vais tirer une carte et la mettre sur le paquet en face correspondant. Là, il ne se passe rien, c'est normal, vous allez comprendre pourquoi. Le joueur suivant va tirer une autre carte et comme ceci, et là, rapidité, on va dire triplette cacahuète. Il faut être le premier joueur à dire triplette cacahuète. Pourquoi triplette cacahuète? Eh bien parce qu'on a ici la petite olive qui est en première position, deuxième position, troisième position, elle est sur toutes les positions du podium. Si vous avez dit triplette cacahuète avant les autres joueurs, eh ben c'est bon, vous gagnez. Autre possibilité de gagner si par exemple un élément, un personnage est 3 fois en première position, mais ça va arriver moins souvent, et puis bien sûr on va moins le surveiller, donc on va se faire avoir. Voilà pour Triplette Cacahuète, un jeu tout bête pour jouer avec les enfants, ça peut marcher, entre adultes à l'apéro on est en plein dans le thème. C'est tout pour moi et je vous laisse avec Tom qui va terminer cette vidéo avec brio. Un jeu tout bête aussi, le petit composteur. L'intérêt du petit composteur, déjà c'est un jeu 100% français, c'est un jeu écolo, c'est un jeu pour apprendre aux enfants les gestes écologiques justement et le tri, voilà, puisque le tri fait partie de ces gestes écologiques. Et donc vous avez un beau petit matériel en bois recyclé, vous avez le compost, le bac à compost et puis le camion de recyclage en bois aussi, un dé en bois et puis toute une pile de cartes et ces cartes vont indiquer des objets et en fait c'est un jeu de défausse. Il va falloir défausser les cartes au bon endroit. Donc quand ça se recycle pas, on met dans le camion de recyclage, enfin dans le compost pardon, ou on met dans le camion de recyclage ou on met ailleurs parce que ça ne se recycle pas. De temps en temps on va pouvoir jeter le dé pour se débarrasser de cartes dont on ne peut pas se débarrasser. C'est vraiment un jeu comme ça de défausse, mais plutôt pour apprendre avec l'enfant. Mais non, ça tu vois, ça tu vas mettre au compost. Mais ça non, par contre ça se recycle. Tu le mets au camion de recyclage, ça tu peux rien en faire, ça c'est ailleurs, etc. Donc voilà, jeu de défausse de cartes, mais beau petit objet comme ça, un jeu un peu pédagogique. Voilà, on n'aime pas toujours ça, mais là il est vraiment bien réussi et c'est vrai que c'est important d'apprendre ça dès le plus jeune âge. Donc faisons un bon geste grâce à ce petit composteur. On va se retrouver derrière le comptoir. Ouais. Et après je vous fais le concours Nouvelle Contrée. Donc derrière le comptoir, alors on finit tout de suite, allez bof, allez Pokémon, voilà, on a du Pokémon, profitez-en. On a ce truc là, c'est un coffret de 3 c'est Évolution Céleste surtout, là j'ai plus le mot. Là.
L'édition. L'édition, voilà, l'édition Évolution Céleste, avec un pins, tout ça. On a l'Elite Trainer Box 08, voilà, qui s'appelle Point de Fusion. Voilà, et pas point P-O-I-N-T, hein. Point P-O-I-N-G, point de fusion. Donc ça, c'est pour Pokémon, voilà, c'est fait. De toute façon, ça va pas rester longtemps en rayon. Ah, l'extension que j'adore, qui est enfin revenue, Marchand et Bâtisseur. Si vous connaissez pas, si vous connaissez pas Marchand et Bâtisseur et que vous avez Carcassonne, je vous l'explique très vite comme ça, parce que je l'aime bien. Donc, dans Marchand et Bâtisseur, vous allez en fait avoir maintenant des tuiles qui produisent des ressources. Et ce qui est très sympa dans Marchand et Bâtisseur, c'est que vous allez pouvoir mettre ça dans des châteaux, et celui qui finit le château gagne la ressource. Ça veut dire que des fois, vous allez aider un adversaire à finir son château. Ce qui n'était pas du tout le cas dans Carcassonne classique. En général, on agrandissait énormément le château pour que personne, enfin pour votre adversaire ne le finisse pas, ou alors on lui finissait dès qu'il était tout petit. Ça, c'est une petite carotte que vous allez mettre des fois dans votre château pour que les autres vous aident, parce que je vois moi que toi, Alex, t'as du tissu et que Antoine il a du tissu. Alors je mets une tuile tissu dans mon château et vous allez vous battre pour vous fermer mon château pour gagner le tissu. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de majorité à la fin de la partie. Dans chaque type de ressources, celui qui est majoritaire marquera 10 points. C'est pas négligeable. Je crois qu'il y a 4 ressources de mémoire. Ensuite, on a le bâtisseur qui va permettre de rejouer. Alors ça, c'est bien, ça accélère bien les parties. Vous mettez le bâtisseur sur un lieu, dès que vous agrandissez ce lieu, vous rejouez un deuxième tour. Voilà, ça fait un petit effet combo. Il y a le sac, aussi super fêtatoire que totalement utile, puisque dans ce sac, on va mettre toutes les tuiles, on va se passer le sac, c'est vachement mieux que de faire des piles et tout ça qui vont se casser la figure. Et les petits cochons qu'on va rajouter au fermier, ça c'est un peu moins important. Mais ça, ça c'est une extension excellente de Carcassonne. Autre jeu que je vous ai présenté dans les coups de cœur de l'année dernière, Hive, je vais présenter le Hive Pocket parce qu'à cette époque il n'y avait que celui-là qui existait. Bah voici, pour Noël, vous voulez offrir un joli Hive, c'est Hive Carbone qui prend la relève. Donc le principe de Hive, c'est un jeu abstrait, c'est un jeu où vous allez devoir entourer l'arène adverse avec vos pièces, et vos pièces se déplacent tous d'une manière différente. Il y a la fourmi qui peut faire tout le tour de la ruche, il y a le scarabée qui peut marcher, écraser, l'araignée qui se déplace de 3 cases, la sauterelle qui saute évidemment, et vous allez essayer d'entourer l'adversaire. Placez vos pièces, et ce qui est très malin, c'est que le plateau n'existe pas, c'est vos tuiles qui créent le plateau, et la seule règle, c'est qu'il ne faut jamais déconnecter la ruche, c'est-à-dire que là, cette fourmi ne pourrait pas partir parce qu'elle créerait un ensemble ici, ce n'est pas possible. Donc en fait, vous allez, comme aux échecs, clouer des pièces. Ici, la fourmi est clouée, elle peut plus bouger tant que l'araignée n'aura pas bougé et que l'autre aussi n'aura pas bougé. Vous voyez, c'est super malin. Si vous aimez les jeux abstraits, vous voyez, il a eu moult prix, le Mensa, voilà, le Select, enfin le prix des jeux abstraits super intelligents, mais plein d'autres. Hive, ça mérite toute votre attention si vous aimez des jeux abstraits rapidement transportables et jouables. On a un retour d'un jeu qui avait disparu depuis très longtemps, et c'est chouette pour Noël, les Fous du Volant, un petit jeu de course très familial dans l'univers de Satanas et Diabolos, avec c'est les Kmon qui font ça. Kmon, vous savez, c'est zombicides, donc ils font toujours des très jolies figurines, et c'est le cas encore avec des très jolies figurines qui sont reprises du dessin animé. Chaque petite figurine a sa petite personnalité, et vous avez une course très maligne, vous allez jouer des cartes, enfin c'est vraiment pas compliqué, les règles en vrai c'est totalement familial. Ça peut être pour les nostalgiques des Fous du Volant qui veulent y jouer avec leurs enfants, ou voilà, les grands enfants qui veulent retrouver la nostalgie de ce dessin animé de Satanas et Diabolos. Vous allez avoir le retour de The Loop, et il vaut mieux. Pourquoi? Parce que est annoncée l'extension pour The Loop. Oui. Elle arrive la semaine prochaine. Oui. Alors il va mieux que le jeu de base soit de retour. C'est le cas. Donc The Loop, c'est ce jeu coopératif, Pandémie-like, mais avec un système de combo de cartes très malin, un jeu de Théo Rivière et Maxime Rambourg, illustré par Simon Caruso de fort belle manière, en tout cas de manière très originale, fait un peu comme les zinzins de l'espace, un petit peu pour ceux qui connaissent. Les cartes sont drôles, mais ça combote pas mal parce que Théo Rivière c'est un fan de Magic, et on a des bonnes petites combos, des petits loops à faire justement. On nous a rejoué des cartes, et on va lutter contre ce Docteur Fou. C'est très malin, et la semaine prochaine vous lutterez contre Fuzia, puisque le Docteur Fou a fait appel à un autre grand méchant. Voilà pour le derrière le comptoir et pour la fin de cette vidéo. On va se quitter de belle manière parce que Nouvelle Contrée, c'est un gros succès. Nouvelle Contrée est en rupture. Nouvelle Contrée vous est présentée d'ailleurs cette semaine, c'était la vidéo de mardi si je ne m'abuse. C'est Alice qui vous présentait ça de fort belle manière parce que c'est un de ses coups de cœur, mais c'est aussi un coup de cœur de toute la boutique. Nouvelle Contrée est en rupture, donc on est content pour le jeu. Ça prouve qu'il a réussi son pari de relier des types de joueurs différents, amoureux des livres, amoureux des jeux. Eh bien, nous, on vous fait gagner une boîte en attendant son retour en stock, parce qu'évidemment, il y a un deuxième pressage qui avait été programmé et qu'on devrait avoir d'ici une semaine ou deux, grand maximum. Et il nous reste une boîte que Holibrius Édition nous a offert, donc on les remercie chaleureusement de nous avoir offert cette boîte. Et ben nous, on vous l'offre à notre tour. Et vu que quand je vous avais présenté Nouvelle Contrée dans la vidéo du vendredi, j'avais fait appel au guide du groupement des boutiques ludiques, je vais en fait faire comme dans Nouvelle Contrée, c'est-à-dire je vais lire les 6 premières pages les 6 premières lignes d'une page tirée au hasard, et déjà j'ai 2 questions à vous poser après. C'est de quel jeu est-ce que je parle, et à votre avis quel
image ai-je choisi, sachant que la réponse elle est là derrière ma boussole et que je la montrerai la semaine prochaine dans la vidéo de la semaine prochaine évidemment pour vous montrer qu'il n'y avait pas eu de triche. Donc commentaire à la fin de la vidéo, on joue avec toute la France, on vous l'enverra gratuitement, nouvelle contrée chez vous si vous voulez et je vais commencer à lire les 6 lignes. Attention, j'ai pas mes lunettes. Vous avez mélangé par mégarde les poudres, mèches et fusées d'un grand feu d'artifice. Il faudra vous entraider pour que le spectacle ne tourne pas à la catastrophe. Personne ne voit son propre jeu. Il faut donc informer intelligemment ses partenaires et mémoriser. Je m'arrête là puisque c'est 6 lignes. Maintenant que vous avez entendu ça, j'ai choisi, en fonction de ce jeu, une de ces cartes, une de ces ambiances. Je suis peut-être parti à l'est, peut-être au sud, peut-être à l'ouest, peut-être au nord. À vous de le dire pour me retrouver, moi, l'explorateur, et amener le campement et avancer dans le livre du groupement des boutiques ludiques, puisque c'est le principe de Nouvelle Contrée, aller jusqu'à la cité perdue et l'explorer. Voilà, on vous laisse mettre tous les commentaires et la vidéo est finie. Je ferme ce livre. La réponse est là et elle sera filmée après. D'ici là, bah écoutez, je vous dis au revoir, salut. Tu filmes longtemps pour oui, je continue à leur montrer. Tu as bien fait, merci Alex. On espère que cette vidéo vous a plu, elle était riche. Moi j'aime beaucoup, beaucoup de jeux qui sont sortis là cette semaine. Oui. Elle est peut-être moins volumineuse en termes de sortie, mais alors il y a vraiment des pépites ludiques. Donc n'hésitez pas à venir au magasin et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux bien sûr.